Aegis, qui est un bureau d'études généraliste qui fait toute la partie thermique, structure, VRD. Et après, on a, au point de vue paysage, on a le cabinet Bruit des Cailloux, géré par Stéphanie Hémon, qui est sur le Carnac. Donc voilà l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je suis Déborah Turquetier, donc conducteur d'opération. Pardon, c'est écrit ça comment ? Turquetier, Turquetil. Conducteur d'opération au CHBA et missionné pour le suivi de l'opération de travaux par le CH Gosselin pour toute la période de l'acte de construction, du programme à la réception et au-delà. Donc Céline Paul, directrice adjointe déléguée sur le site de Josselin. Bon, là, Je pense que vous c'est devez savoir. Notre présidente de conseil de surveillance, quand même. J'aime bien le prénom, là, s'il vous plaît. Pour moi, Martine. Merci. Docteur. Docteur Bourdin, donc je suis président de CME, l'hôpital de Josselin depuis trop longtemps peut-être, je ne sais pas. Et donc je ne porterai pas très très longtemps ce projet puisque normalement je quitte l'hôpital à la fin de l'année, mais j'espère que ce projet répond quand même à une grande attente de la part des patients bien sûr et des médecins aussi. Votre prénom ? Yann. Donc, Philippe Couturier, je suis le directeur de l'hôpital de Josselin, mais aussi de l'établissement support du groupement hospitalier bruxellois de Atlantique. Je vous laisse dire deux petits mots. Je me lance. Vous présenter un petit peu les choses. Vous redire dans... Vous êtes quel... Oui. Oui, on peut faire ça aussi. Oui, alors excellent. le déménagement du journal Le Clermont-Melay. Emmanuel Verdeau, les infos du Pays de Clermel. Dominique Lenet, Ouest-France. Jacques Guyon, les infos du Pays Gallo. Parfait. Les présentations étant Madame pratiquement terminées avec Marie Toussaint, la responsable de la directrice de la communication de la direction commune. Les présentations étant faites, je propose qu'on débute. Merci de vous être mobilisés. Nous, on s'est mobilisés parce que c'est un projet tout à fait important et déterminant pour la vie du centre hospitalier de Josselin, mais probablement, je laisserai les élus le dire, mais probablement un événement aussi pour la commune, en tout cas un projet qui était tout à fait attendu par nécessaire. Nécessaire, attendu par les professionnels, les résidents, les patients et la collectivité, la commune, très évidemment. Un projet ancien en termes de réflexion et qui voit le jour avec effectivement le choix de la maîtrise d'œuvre, la validation des financements par les autorités professionnelles. Et donc cette conférence de presse vient après une présentation qu'on avait fait avant l'été en direction des professionnels, à qui on devait évidemment la primeur des informations, et puis on avait dit qu'on reviendrait vers vous à la rentrée, après la période estivale, pour vous présenter ce beau projet. Alors pour le resituer, ça s'inscrit quand même dans la politique et la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire, qui a vocation, je vous le rappelle, à s'appuyer sur un maillage d'établissements répartis sur le territoire. Donc on avait beaucoup insisté sur cet aspect-là des choses, loin des craintes d'une déconstruction et d'une reconcentration sur Vannes, c'est le contraire que l'on promeut, c'est-à-dire se déployer sur le territoire de santé en s'appuyant sur le maillage existant d'établissements de santé. Ce maillage, il faut parfois le consolider, le restructurer en matière architecturale et puis évidemment en recrutement médical. Aujourd'hui, on vient vers vous essentiellement pour vous présenter un projet architectural, même si le projet architectural ne vit que par les acteurs qui le font fonctionner, et que cette question est tout à fait importante. Ça s'inscrit dans d'autres reconstructions. Béguy-en-Mer, le projet
et prendra fin à la fin de l'année prochaine. En tout cas, on déménagera dans les locaux en juillet 2019 et on finalisera le projet en fin d'année, juste pour dire que on a aussi la volonté, dans un contexte financier qui n'est pas toujours simple, de consolider des établissements dans le territoire. Venons-en au fait, c'est pour ça que vous êtes venus. Quel est le projet pour Josselin et qu'est-ce qu'on a souhaité construire et à quel rythme. Donc le choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre est à un moment évidemment tout à fait important, symbolique. Donc, le choix a été fait le 25 avril par un jury. Ce choix a été fait à l'unanimité du jury, c'est dire à quel point ce projet s'est distingué des autres. On avait eu de nombreux dossiers, plus d'une soixantaine, 63 candidats. On en avait sélectionné 3 pour n'en retenir qu'un à l'unanimité. Le jury était composé de nos autorités de tutelle, ARS, département, des élus, des représentants du personnel, de l'équipe de direction, de la maîtrise technique et professionnelle de Josselin, les représentants médicaux, voilà, donc un jury pluriprofessionnel représentatif du centre hospitalier de Josselin. Donc un choix fait en avril. Donc c'est ce projet-là qu'on va vous présenter et que évidemment les architectes vont nous présenter avec de belles planches qui vous seront montrées. Peut-être dire qu'on s'apprête à déposer le permis de construire, donc en début d'année 2019, pour un début de travaux escompté second semestre 2019. Voilà, et avec une fin des travaux en mi-2022. Mi-2022. On réévoquera probablement cet élément-là, puisque initialement on avait un projet en 2 phases. Et donc le projet architectural qui va vous être montré, c'est celui qui correspond au cahier des charges tel qu'on l'avait déposé. C'était un projet en 2 étapes. Exactement. Et depuis, compte tenu des propositions qui nous ont été faites par les équipes, et des négociations qu'on a conduites avec nos autorités de tutelle, on peut afficher un projet qui se réalisera en une seule tranche. Une seule phase, une seule tranche, ce qui permet de raccourcir les délais. Pourquoi on avait fait ce choix? Simplement parce que, comme vous le savez, vous connaissez le site, il est déjà construit. Et donc, il nous fallait trouver la place pour le poser sur le terrain tout en ayant une activité qui continuait. On n'avait pas l'idée de vider les locaux, de les démolir et de construire. Donc la contrainte était de s'implanter sur le site en préservant l'activité. Donc on avait imaginé qu'on puisse le faire en 2 étapes, mais ça avait des conséquences en termes de délai et de coût, et on a fini par retenir une seule tranche, ce qui est un élément tout à fait important et significatif. Et concrètement, comment ça s'organise de pouvoir faire ça en une seule tranche, tout en maintenant les services et les activités? Ouais, je propose. Ils vont vous le montrer. Non, mais puis en plus, ça sera très visuel. Vous allez voir avec les planches. C'est très explicite avec les planches. Moi, je fais juste l'intro, je campe le décor en quelque sorte, puis après, vous aurez les informations plus précises. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, regrouper les activités de l'ensemble de l'établissement sur un seul site, un seul lieu, regrouper toutes les activités, ce qui amènera dans secondairement la destruction des autres bâtiments du site, des aménagements paysagers, on peut le dire comme ça, et potentiellement urbain aussi, puisque je laisserai les élus l'exprimer. Il y a aussi des pistes pour les parkings, les accès qui sont en cours de discussion par la collectivité. Et je laisserai les élus, avant
avancer plus avant sur ce sujet, répondre à des normes aussi de confort, c'est-à-dire le nombre de chambres à un lit, les salles de bain, l'accessibilité, d'élèves malades, enfin bref, tout un tas de dispositifs réglementaires, sécurité incendie, accès handicapé, bref, auxquels ne répondaient pas toujours ou complètement ou suffisamment nos bâtiments actuels. Donc, retenez, améliorer les qualités d'hébergement pour nos résidents et nos patients. Et puis, évidemment, j'ai évoqué les rails tout à l'heure qui permettent de lever les malades. Évidemment, améliorer aussi les conditions de travail des professionnels. Voilà. Donc, c'est un projet qui concerne 224 lits et places, 158 lits d'EHPAD et 60 lits du SLD, un accueil de jour, ainsi que des nouveaux locaux pour le SIAN. Donc, voilà, vous pouvez redonner, c'est où? Pardon? Vous pouvez redonner 224? Oui, bien sûr. 224 lits et places, mais vous l'aurez sur le petit communiqué de presse. 224 lits et places, 158 lits d'EHPAD, 60 lits du SLD, un accueil de jour, ainsi que de nouveaux locaux pour le SIAL. Voilà, ça c'est le projet dans son ensemble. Peut-être dire comment on va s'y prendre et un peu la méthodologie qu'on va utiliser pour associer et concerter les professionnels. On a déjà commencé Tu sais tout par cœur. Oui. Mais moi j'ai besoin d'un petit pan sur la tête. Mais... du coup, à deux voix, si j'oublie, des voix qui participent. Donc on a mis en place une démarche participative avec le personnel qui a pu donc travailler sur le programme avec nous. On a mis en place des commissions techniques donc avec l'ensemble des professionnels. Donc entre le moment du programme et puis l'avant-programme sommaire qu'on a déposé là. L'avant-projet détaillé, l'avant-projet sommaire. L'avant-projet, pardon, pas programme, projet sommaire. Donc il y a eu des commissions techniques qui se sont réunies avec les professionnels et qui ont pu donc donner leur avis et des pistes d'amélioration sur lesquelles ont pu retravailler les architectes. Par la suite, on continuera à associer des professionnels, notamment lors de la chambre témoin ou de la colorimétrie ou le choix du mobilier. Sur la méthode. Oui, sur la méthode, on va engager les professionnels. On va utiliser tout le temps de la construction pour se préparer à de nouvelles conditions, de nouvelles organisations de travail. C'est-à-dire que là, on a des bâtiments séparés avec de la logistique, des organisations qui sont liées au bâti tel qu'il est, avec pas toujours l'animation comme on le souhaiterait, la salle de restaurant comme on le souhaiterait. Donc on va devoir accompagner les professionnels à se projeter dans le nouveau bâtiment, donc pendant le temps qui va nous séparer de l'ouverture et du transfert. On va monter un certain nombre de groupes de travail, de réflexion pour imaginer les futures organisations. Donc c'est quelque chose dont on a l'habitude, puisqu'on a travaillé de cette façon, on travaille actuellement de cette façon-là sur Béli, en accompagnant les professionnels qui vont dans leur cœur de métier, leur savoir-faire d'infirmier, d'aide-soignant, de kiné, mais les nouveaux locaux, les nouvelles salles de soins vont impliquer de nouvelles manières de prendre en charge les résidents et les patients, d'animer. Donc on va se préparer évidemment on va les préparer à ces nouveaux locaux pour que quand on ouvrira, on est à la fois les bons locaux, bien équipés, et les professionnels prêts à le faire fonctionner dans de bonnes conditions. Et puis, dans ce qui est important, je pense, de noter, quand même, c'est le fait de travailler en direction commune, c'est-à-dire aujourd'hui d'avoir à mes côtés, en tant que directrice déléguée de site, un ingénieur travaux qui est délégué de la direction des travaux
du GHBA à la base, mais qui est devenue depuis donc, une direction commune, et avec l'ensemble des directions fonctionnelles, et donc notamment les organisations, puisqu'on travaillait avec la direction des soins, la direction des ressources humaines. Voilà. Aujourd'hui, c'est un projet de direction commune et qui me permet, en tout cas, en tant que directrice déléguée de site, d'avoir toute une expertise autour de moi pour conduire ce projet. Moi, je veux bien, juste pour terminer, je vais laisser les autres acteurs se revenir sur l'idée d'un groupement hospitalier qui investit. J'ai cité Belle-Île. On est aujourd'hui, pour vous présenter le projet de Josselin, on va inaugurer le nouveau laboratoire de Vannes d'ici la fin de l'année. On va ouvrir un nouveau service complètement restructuré à Pleuhermel, avec des investissements à hauteur de 500 000 €. On a inauguré à l'EPSM un nouvel EHPAD il y a une semaine à peu près. Donc c'est dire, dans ce contexte un peu difficile et tendu, que notre groupement déploie des investissements et des projets tout à fait intéressants et structurants pour le territoire. Ça s'inscrit dans ce projet de maillage, dans ce projet de direction commune et de groupement. On cherche véritablement à consolider ce maillage territorial pour qu'on puisse s'appuyer, alors que les patients trouvent évidemment des établissements qui les prennent en charge en proximité, mais qu'on puisse aussi amener des consultations avancées, de la télémédecine, tout un tas de projets qui vont venir mailler et faire vivre le projet médico-soignant partagé du territoire. Du coup, sur le projet, c'est... Merci de cette transition. Voilà. Je voulais savoir combien il y avait de personnes à l'hôpital de Josselin. Les personnels. Le personnel, ouais. Aujourd'hui, on fait 220 payes. 200 220 payes. Paye. Salaire, 220 salaires. Ah, pardon, oui. Donc il y a 220 personnes physiques. D'accord. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elles travaillent toutes à temps. Oui. Peut-être on peut laisser la maîtrise d'œuvre nous présenter son très très beau projet. Pas de problème. Allez. Donc je reprends. Donc effectivement, c'est un projet qui nous, en tant qu'architectes, nous a tenu beaucoup à cœur. Et évidemment, le 25 avril, quand on a appris qu'on était lauréat, c'était vraiment très important pour nous. Différents titres. D'une part, parce que l'exercice qui nous a été proposé au départ, c'est quand on a analysé le site et le projet, on s'apercevait bien qu'on est quasiment sur une hauteur assez importante, qui était l'une des plus hautes hauteurs sur Josselin, et qu'on ne voulait pas aussi l'autre contrainte, en dehors de répondre à toute la partie de contraintes fonctionnelles classiques d'un EHPAD, et particulièrement l'EHPAD de Josselin. Il fallait rassembler l'ensemble des lits. C'est qu'il y avait aussi, on voulait éviter une intervention brutale qui fait que ça soit trop mastoc, puisqu'on est sur une hauteur. Donc l'effet de silhouette, l'effet de... tout ça était important. Et après, de savoir comment on allait s'inscrire de manière la plus douce possible au sein du paysage. Tout évidemment, il fallait qu'on fasse un slalom entre les bâtiments existants et les bâtiments qui allaient être détruits. Donc le premier point, c'est d'un point de vue fonctionnel, on a l'entrée se fait par ici avec un parvis. On est juste en contrebas la butte commence un petit peu à redescendre, on a une déclivité, ce qui fait qu'on a voulu jouer en termes d'organisation, à essayer à ce que toute la partie Alzheimer et l'ensemble des parties soient plus près du tissu du maillage actuel et qu'on essaye d'avoir des hauteurs les plus basses possibles pour essayer d'éviter d'avoir cet effet frontal et d'avoir un effet de muraille. L'entrée actuelle se trouve où sur les plans? L'entrée actuelle se trouve ici. Hein? C'est où par rapport à aujourd'hui? C'est la même entrée là? Non. Actuellement, se fait ici. Donc on monte? Non, là c'est une des tranches. Où est-ce qu'il est passé? J'ai plus le... Voilà. J'avais une autre planche. L'entrée restera bien. Oui, juste en avant. D'accord.
Alors les bâtiments actuels, c'est ceux qui sont là. Voilà, ce bâtiment actuel, vous avez celui-ci. C'est celui qui est là. Voilà, et celui-ci sera à terme démoli. On a différentes tranches, mais à terme, la dernière tranche, ça sera celle-ci démolie. Et c'est là où on aura, là pour l'instant, comme je disais, on faisait un gymkhana entre les bâtiments existants. C'est qu'il y a petit à petit un savant dosage entre lâcher petit à petit les parkings pour arriver en pleine composition avec un ensemble de parkings ici. Donc on construit sur du foncier libre, qui se trouve derrière les bâtiments actuels. Voilà. Enfin, non, c'est, il sera, ce bâtiment-là détruit, il y aura le parking. La fin du parking, sachant qu'on a déjà des parties de parking qui sont prévues, c'est une phase provisoire. En fait, là, non, je vais essayer d'expliquer, d'accord? Là, c'est le bâtiment d'administration, on rentre par là aujourd'hui. Là, c'est Émeraude, c'est ce bâtiment-là. Ici, sur le bas du site, c'est Oasis, la maison médicale, elle est là. Donc ça, c'est l'autre entrée par le bas du site. Aujourd'hui, ici, on a Oasis. On a la clairière, ici on a les maisons de fonction, le centre maternel. Et il y en a un bâtiment et Tamaris, ici, Émeraude, ici. Tous ces bâtiments donc, peuvent rester debout, là, donc Tamaris, Oasis, la clairière. Les choses qu'on doit détruire pour pouvoir commencer les travaux, ce sont le centre maternel et les maisons de fonction. Sachant que la limite est là, c'est ça. Voilà, qui sont sur cette parcelle-là. Tous les autres bâtiments peuvent rester avec tous les résidents qui sont dans les chambres actuellement, restent dans leurs chambres jusqu'au déménagement. Une question de tout à l'heure sur comment on fonctionne avec les bâtiments occupés. L'emprise actuelle ne va que sur les maisons de fonction et le centre maternel. C'est ça. C'est uniquement que ça. Et c'est l'une des difficultés où il fallait, on a parlement on a 6 mètres, il fallait respecter. Et donc pendant tout le temps des travaux, après, tous les autres bâtiments restent avec les services qui sont dedans, et une fois les travaux terminés, voilà, on bascule. On déménage, on détruit et on fait les parkings. C'est ça. Voilà. C'est le parking interne qui va venir ici. Donc vous allez voir, le projet est en train d'évoluer encore, puisqu'on en est qu'au stade du début de l'APS. Donc c'est entre l'esquisse et l'APS, il y a une gestation, il y a une décantation qui est en train de se faire. Mais en gros, pour retenir, on a une opération qui est compacte, qui est quasiment à mi-pente et en haut de la pente, qui permet en même temps de pouvoir organiser les plusieurs niveaux qui sont nécessaires à l'EHPAD, et en même temps de pouvoir jouer sur la différence de niveau pour mettre la partie technique, la partie locotechnique en pied avec la cour de service. Vous voyez bien, le terrain est en pente comme ça. Si je fais une coupe comme ça, le terrain est en pente comme ça. J'ai mes différents niveaux. Et ici, en bénéficiant pour une partie de la lumière du jour, on arrive à glisser en même temps, parce qu'il y a aussi au niveau optimisé pour les coûts de construction, on arrive à rendre le plus compact l'opération et les locaux techniques, et en même temps gérer tout ce qui est circulation verticale et assurer la fonctionnalité des ouvrages. Une question sur le temps des travaux. Comment, en une seule tranche, on arrivera à concilier travaux, justement, et c'est désagrément possible, et tranquillité, prospérer dans tout le monde aura des casques. Non, mais ouais. Non, mais je veux dire, on fait pas. Non, mais je sais on va faire. Non, mais c'est inévitable. Je veux dire, on va construire. On aura ici, vous aurez une intervention. On va être entre 6 et 10 mètres de façade. Mais après, je veux dire, vous aurez. Si c'est la partie grosse œuvre, ben, il y aura pendant quelques mois, il y aura un peu plus de bruit que. Ouais. Mais il y aura toujours de l'activité. Et en même temps, c'est des lieux où les gens apprécient l'activité. Enfin, c'est facile à dire, mais il y a une activité. C'est sur cette planche-là que vous avez l'implantation des locaux actuels et l'emprise du chantier tel qu'il va être. Alors évidemment, ça va être contraint, mais il y aura potentiellement
le bruit d'un chantier, Ah, oui, mais aussi la vie d'un chantier qui amènera probablement l'activité. Mais on préfère faire le choix. Ce qu'on avait imaginé au départ, c'est de le faire en 2 temps, c'est-à-dire on construisait d'abord ce bâtiment-là, et puis ensuite on venait détruire une partie des autres qui rentraient dans ce bâtiment pour qu'on puisse construire l'aile complémentaire. Au départ, dans le projet, vous avez ce bâtiment-là qu'on construisait en premier, et les bâtiments qu'on détruisait pour construire cette partie, ils rentraient dans ce bâtiment. Donc là, on fait le choix. Oui. Vous avez présenté, on fait le choix, on se dit ça c'est un module qui peut venir faire un étage supplémentaire et on peut construire plus vite et avoir la qualité de prise en charge plus rapidement pour les résidents. Ça amène un site plus contraint, mais ça a le bénéfice du confort plus rapide. 8 mois, 6 mois, 8 mois. En faisant une seule. Oui, c'est pas négligeable. Enfin, je dirais... Un peu plus autour de 10 mois. Oui, mais oui, 8 mois, je dirais 8 à 10 mois, tant mieux si on est à 10 mois. De toute façon, le but, c'est, on est motivé pour que ça aille le plus vite possible et que ça soit efficace. Mais justement, ce qui nous paraissait important, c'est d'arriver à superposer et à rendre plus compact et à accentuer et à gérer les circulations verticales. Il y a tout, on gagne en fonctionnalité. Puisqu'on voit bien sur ce plan-ci que on augmente encore des circulations, tandis que si c'est superposé, on a une efficacité plus grande. Justement, c'est combien d'étages le bâtiment? Alors, le bâtiment, vous avez maintenant, c'est R plus 3, alors qu'avant, on était R plus 2. D'accord. Sur une surface plancher de combien de mètres? 11 000 m² à peu près. Je ne sais plus, on est dans ces... Hein, c'est ça? Voilà. Alors... Est-ce qu'on peut rajouter que ça a été un choix aussi de reconstruire l'hôpital pratiquement dans le centre? Oui. C'est un choix. De maintenir ce site-là, oui, on aurait bien sûr pu acheter par exemple un site à l'extérieur. De délocaliser, mais non. Alors, notre souhait, c'est d'entretenir quand même la vie. Je rebondis sur ce que vous disiez, le fait d'être au centre. Pour nous, en tant qu'archistes, ça a été important. Il fallait en même temps comprendre, puisque c'était qu'une EHPAD, on savait, on en avait déjà fait, mais savoir l'échelle du bâti, les circulations, la qualité environnementale, de l'environnement, je veux dire l'image. Et donc, c'est comme ça qu'on a essayé d'organiser d'un point de vue spatial. On voit qu'il y avait, mine de rien, ce chemin-là, qu'on était pris entre je crois qu'il y a le lycée et le collège, non, c'est ça, le lycée, la partie bourg proprement dit, et l'hôpital coincé entre les deux, qui n'est pas coincé, mais qui est calé entre les deux, avec, on avait des vues importantes sur l'ouest, on avait donc, toute la composition a été faite de dire, voilà, on a une entrée qui est actuellement ici, à terme, elle se fera de ce côté-ci. Quand ce bâtiment-ci sera démoli, on aura un parking, on aura un parvis, et là, on verra comme on a par ici, et ça, ce n'est qu'une esquisse, enfin, c'était le concours, ce n'est qu'une esquisse, ça va évoluer dans la composition, mais on va arriver ici là, je vais arriver sur le côté fonctionnel, on va arriver sur l'entrée et la place du village. Et pour nous, ce qui a été la difficulté aussi, c'est de s'apercevoir que, on l'a vu rapidement, c'est que pour un EHPAD, une bonne exposition, c'est le sud, il y a des... Et là, on est à contre-pente. Et donc, comment faire rentrer la lumière tout le temps, amener la lumière, le soleil, la lumière est génération d'espace, oui, c'est ça, elle génère de l'espace. Donc c'est important d'avoir une transparence quasiment omniprésente. Et donc ce qui a guidé le projet, c'est, j'arrive ici, d'avoir tout de suite ces successions de transparence et d'amener le plus possible le soleil le plus loin possible dans les pièces. Et deuxièmement, d'avoir ce que vous voyez sur tous les plans, des circulations. Si d'un point de vue fonctionnel, on est obligé d'arriver à organiser des chambres quand même assez compactes et d'avoir un certain linéaire dans les couloirs, de faire en sorte que ces couloirs soient écrits de manière plus souple et à chaque fois d'être entrecoupés par des aménagements et par des coupures, soit par des vues sur l'extérieur, soit par des petits salons, et à chaque fois avec des terrasses. Et vous regarderez aussi, ce qui nous a paru essentiel pour les résidents, c'est qu'à chaque niveau, il y a un contact avec l'extérieur.
il y a possibilité d'aller sur l'extérieur. Bon, là on est en rez-de-chaussée, il n'y a pas de souci, mais c'est... Bah là ici, par exemple, on arrive, on a une terrasse. Après, vous avez à chaque fois des terrasses, chaque fois au bout de couloir, vous avez des terrasses. Ce qui fait que vous n'avez pas, je ne vais pas dire la traditionnelle EHPAD, mais vous n'avez pas cet enfermement à part dès qu'on arrive à l'étage, c'est fini, il y a juste que la fenêtre que l'on ouvre. À chaque fois, à chaque étage, il y a possibilité de petits salons, de circulation, de variété de circulation et d'ouverture sur l'extérieur par des terrasses. Ça a été un point fort du projet, en fait, de permettre l'accès extérieur à tous les niveaux. Que le patient puisse avoir par unité de 14 ou 15 lits un accès à une terrasse directement depuis son étage. Bah, de toute façon, pour nous, ça fait des années qu'on travaille sur les EHPAD, la qualité d'usage, bah, c'est essentiel, quoi. Je veux dire, donc, c'est important d'avoir ce lien avec l'extérieur. Après, bon, bah, c'est des aménagements, ça nous amène des contraintes. Hein. Mais en gros, le projet, c'est... Après, on va parler des façades rapidement, mais en gros, c'est ça. C'est le fait, comment on s'insère, on va essayer de s'insérer de manière la moins brutale possible. Deuxièmement, que les circulations et la qualité de vie, la qualité d'usage, tant d'un point de vue fonctionnel que de la résidence, eh bien, on puisse toujours bénéficier de la lumière, de l'air, de la circulation. Et après, vous verrez, on est arrivé, on a essayé d'optimiser au niveau des ascenseurs, d'être assez compact. Et chaque espace, alors les espaces extérieurs, vous avez chaque lieu jardin Alzheimer. Quand on arrive ici, on a toujours cette transparence qui est importante. Hein. Alors je fais une petite parenthèse, bon, qui est un petit peu personnelle, mais moi ça fait en 88-89, j'avais fait travailler pour l'habitat et surdité pour le ministère de l'époque, et ça m'apercevoir que si on se mettait en situation de handicap, si on se mettait en situation de handicap de surdité, on était obligé d'apprendre à lire l'espace. Et toutes les EHPAD, pour moi, c'est important, vous arrivez dans un espace et vous lisez. Et vous avez besoin de savoir ce qui va se passer. Parce que le sourd, il ne faut pas qu'il y ait le contre-jour vous empêche d'avoir une lecture labiale. En même temps, il a besoin de savoir s'il pleut, s'il va être agressé, parce qu'il peut avoir un peu de parano. Il y a des tas de situations comme ça. Et cette EHPAD-là de Josselin, vous apercevez aussi qu'elle est faite que chaque espace ne se termine pas par un mur. Chaque espace se termine par une transparence, par une vue sur l'extérieur. C'est pas comme une couverture d'un livre, c'est fini, point barre. Il y a toujours quelque chose, la vue continue, ne s'arrête jamais, et en même temps on lit. Il y a une facilité à comprendre ce qu'est l'espace et comment il s'organise. Ça fait partie du cahier des charges sur l'appel à candidature ou ça c'est propre à votre projet? De quoi non, ça c'est propre à nous, c'est à moi parce que j'ai... Par contre, ça fait partie des éléments qui ont fait... ils ne le savaient pas, de toute façon vous ne le saviez pas. Non, mais du coup, forcément... Vous comprenez pourquoi ça a été fait comme ça. Les espaces, en tout cas les ouvertures Monsieur Compère, oui, ça nous a parlé. Oui, voilà, c'est ça. Ça a été un élément déterminant dans le choix de l'architecte. Voilà. Oui, c'est important parce que la difficulté, c'est construire en environnement contraint et en activité, ça limite l'utilisation de l'espace. Et donc la lecture que vous avez eue de l'espace et le projet architectural tel que vous l'avez démontré, il y a une bonne utilisation d'un lieu contraint avec ce qu'on disait tout à l'heure, les accès extérieurs. Oui. Ça, par contre, ça faisait partie du cahier des charges. Avoir la possibilité en rez-de-chaussée, évidemment, c'est important, mais aussi dans les étages, cet accès terrasse était important. Et ce qui est bien dans la configuration, comme vous l'avez bien exprimé, c'est que quel que soit l'endroit ou les couloirs qui ne sont pas complètement rectilignes, il y a des entrées de lumière et des possibilités de se repérer dans l'espace par la lecture que vous avez donnée aux locaux. Et on a passé énormément de temps à travailler sur le fonctionnement.
C'est toujours généralement comme ça. Après, l'écriture des façades, ça se fait après, et puis on va le peaufiner après. Si on gagne, on le peaufine et on travaille. Ça ne veut pas dire qu'on ne néglige pas, mais il y a eu vraiment un travail de fond, que ça soit avec Francis, que ça soit une personne de chez moi, Jean-Maxime, et moi, on a travaillé vraiment fond sur le fonctionnement avec chacun de nos expériences. Et moi, j'ai fait participer sur l'expérience des sourds, qui pour moi, c'est important. Vous rentrez dans un espace, n'importe quel qu'il soit, vous arrivez, la personne, elle balaye, elle scanne en 30 secondes, même pas. Elle scanne l'espace, elle veut savoir où sont les portes, comment ça se distribue. Et ça, que ce soit pour les espaces de travail ou pour les autres espaces, c'est... Et en l'occurrence là, la personne y arrive, elle va rentrer, elle va avoir... Alors là, c'est en train d'évoluer dans l'organisation, mais va avoir d'un côté une lumière qui va arriver soit directe, soit par le côté. Ça va pas être sombre du tout. Il va y avoir ces échanges. Enfin, ça va être une vraie place de village pour nous. Enfin, je pense que ça va être agréable. Et en même temps, tout au loin, elle a la perception de ce jardin qui est à l'ouest. Ce qui fait que dans la courbe de l'ensoleillement, il y aura un moment donné où il y aura chaque pièce et la pièce va évoluer. Elle n'aura pas toujours le seul et même ensoleillement. Enfin voilà, bon, c'était un des attraits. Enfin, bon, on peut parler de la fonction, mais c'est clair, on peut vous dire que ça marche. Voilà, hein. Mais par contre, ce qui était important, non je rigole, je le prends sous l'angle de la plaisanterie, mais ce qui était important, c'est de montrer aussi l'intention qu'on a eue par rapport au programme, c'est de dire, voilà, il y a une qualité d'usage, une qualité du moment de la journée qui a été apportée, que l'on a souhaité, et après que les espaces, ils ont des formes différentes pour donner des ambiances différentes et on sait que les pratiques vont être différentes. Donc voilà, après, vous avez, en termes de façade, si je peux dire, en termes de volumétrie, bon, en termes de volumétrie, on a un point ici qui monte sur tous les niveaux, sur les 3 niveaux en plus. La partie, ce qu'on a vu, la partie de la tranche qu'on nous demandait, hop, on l'a basculé dessus parce qu'on a dit on va économiser en termes de chantier, on va économiser en termes de fonctionnement. Donc c'est superposé sur une partie. Et ce qui fait qu'en termes de façade, on peut le voir ici, vous avez, pour éviter d'avoir ce côté mastoc, on a l'effet de socle ici qui vient asseoir l'opération et qui est l'ensemble des plans en rez-de-chaussée. Et là-dessus, après, vous avez, bon là, à l'époque, on n'avait pas mis le 3e niveau, mais vous imaginez maintenant qu'on aura un 3e niveau qui va venir par-dessus, sur ces éléments, que l'on a exprès cassé pour éviter d'avoir quelque chose de monolithique et de trop violent et imposant. Et après, on a un travail sur la couleur. Il y a peut-être un des modules qui aura une couleur plus soutenue, puis une autre plus sombre. Et après, on jouera sur des matières, sur des éléments de département, une rugosité ou pas. Enfin, le projet, il est au départ, là, au niveau des façades, c'est pas mûr complètement. Il y a des intentions. Ce qui est mûr et ce qu'on peut vous dire actuellement, c'est en termes de fonctionnement, il y a des petites adaptations, mais en termes de fonctionnement, de circulation, d'organisation, la lumière, tout ça, c'est calé, c'est clair, c'est lancé, ça a l'air de convenir à tout le monde. Et qu'après, sur les façades dans l'entrée, on vous donne le principe de façade, hein, un socle, une volumétrie posée sur un socle, qui est cassé pour éviter d'avoir quelque chose de trop massif. Et puis après, certaines terrasses, on voit ici des terrasses accessibles à chaque niveau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a une terrasse qui est végétalisée ici. Oui, sur la gauche. Voilà, c'est ça. Une terrasse visible d'un balcon ou du patient est une toiture terrasse végétalisée. D'accord. Et vous avez parfois des effets de treillis. Alors tout ça, je vous dis, on n'en est qu'au début de la PS, donc c'est en train d'évoluer, mais le tout, c'est toujours de rendre ça de manière le plus naturelle. Voilà, oui. Je voulais insister en appui de ce que dit tout à l'heure sur l'intégration dans la vie, puisque c'est quelque chose qui nous paraissait important. Vous avez en tête que cette rue-là est une entrée importante dans Josselin. C'est une des 2 entrées principales de Josselin. Et donc, à terme, potentiellement, quand ce bâtiment va être détruit,
en arrivant par là, on aura une vue vraiment d'entrée de ville sur le nouveau bâtiment hospitalier. Et monsieur le maire a en projet des réaménagements adaptés justement ici, avec l'évolution sur le gymnase et les possibilités de redessiner l'entrée de ville, ce qui permettra d'être très présent et très lisible dans la ville. On verra dès qu'on entre le positionnement de l'hôpital. Alors qu'aujourd'hui, on a du mal à le lire en arrivant, on ne le voit pas. Voilà. Demain, il sera beaucoup plus visible, d'où l'intérêt de travailler cette façade-là. Enfin, toutes les façades, c'est important, mais celle-là particulièrement, parce que ça fera un visuel vraiment important sur l'entrée dans Josselin. Pour rebondir sur ce que vous disiez, on voit bien ici, pour répondre à la partie stationnement entre autres, parce que j'ai cru entendre le mot stationnement, vous avez la partie, une fois que le bâtiment, c'est Émeraude, Émeraude, est démoli, on a la partie ici que l'on retrouve sur le plan masse, mais que l'on voit là, qui sera la partie parking, et on voit bien la circulation et cet élément, cet axe piéton qui va caler, qui peut être un lien avec le lycée et avec le parvis dans l'autre sens, qui lui va être composé aussi, structuré, proportionné, et ce qu'il faut bien imaginer, que c'est un équipement qui aura ses lettres de noblesse, qui aura sa composition, son écriture, pas ostentatoire, mais à l'échelle comme un bâtiment public, mais à l'échelle humaine, quoi. Pour nous, c'est dans cette optique-là. C'est-à-dire que ce parvis-là, on n'est pas sur la place rouge. Enfin, je veux dire, je fais exprès de montrer Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura une notion d'échelle qu'on va essayer de donner, de travailler pour que il y a en même temps, il y a une fonctionnalité, il y a pour les personnes d'accès difficile, tout ça, ou les ambulances, il faudra qu'elles puissent accéder, mais en même temps, il y a en même temps le piéton. C'est important, il ne faut pas que ça soit non plus la perte le lieu de perdition où on va mettre 3 heures pour atteindre la porte d'entrée. Donc François Clair, l'entrée elle se fera par l'actuelle place Descartes. Si je peux intervenir sur un certain nombre de points, d'abord le rapport avec le temps. Tout à l'heure on a parlé d'un projet. J'ai dans mon dossier ici la première lettre que j'ai signée, et je viens de voir la coïncidence des dates. C'était le 19 avril 2012, où j'avais invité toutes les parties prenantes pour réfléchir sur le devenir de cet hôpital local, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Et donc, et vous avez été choisi en maîtrise d'œuvre le 25 avril 2018. Donc, vous voyez qu'il faut un peu de patience pour aboutir. C'est la première... C'est court, finalement. Oui, c'est court. Finalement, c'est plutôt 10 ans pour faire sortir, mais on sera... Mais on avait fait très vite à l'époque, parce que j'ai aussi un avant-projet, 6 mois après, qui ressemble beaucoup, avec 3 scénarios, 2 scénarios de rénovation, je rentre dans les détails, et puis une reconstruction, avec des coûts à peu près similaires aujourd'hui. Donc voilà. Et donc la grande inquiétude, bien sûr, de la population, mais aussi des élus, c'était le fait que où cet hôpital-là aurait un avenir et un devenir et un avenir, ou bien il allait être moribond sur le temps et abandonné. Et donc je voudrais souligner que les élus de la commune de Josselin, sur différents mandats, ont essayé d'anticiper. La première anticipation qui a été faite, c'est la construction de la maison pluridisciplinaire de santé. Ce n'est pas par hasard qu'elle se trouve là. C'est parce que déjà, on avait en 2011 en tête cette confiance dans la reconstruction de l'hôpital, et on sait que nous voulions souder la médecine de ville, comme on dit, ou la médecine libérale, avec le devenir de l'hôpital, parce qu'un hôpital de ce type-là se renforce mutuellement. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a le souci des élus. Et donc cet hôpital tel que vous le voyez aujourd'hui n'est pas posé par hasard, là, quelque part. Il y a toute une réflexion et aussi une adéquation. Alors la première adéquation, ce que vous avez été choisi, moi c'est le caractère, la personnalité qu'on a voulu donner à cet établissement-là. Alors monsieur le directeur, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes dans un ensemble,
et l'ensemble ne doit pas être uniformisé, même architecturalement. C'est la diversité des architectures, c'est le réseau ainsi constitué qui va faire la force et puis surtout répondre aux attentes des populations dans ce qu'on appelle le GHT, c'est comme ça qu'on dit. Donc ça c'est quelque chose d'important pour nous, le choix. Donc, chacun sait qu'à Josselin on a une identité et l'identité elle est liée à la partie historique. Mais moi personnellement, mais aussi les élus, notre premier adjoint, le partage également, nous voulons faire l'équivalent, alors l'équivalent n'est pas le terme exact, mais nous voulons donner la même intentionnalité, la même force et ajouter un fleuron supplémentaire au cœur historique par l'entrée, qui va être l'entrée principale, puisque les circulations sont organisées, et puis vous qui êtes sur le territoire, vous le savez bien, la plupart du temps, on rentre par la partie nord et par la partie centrale nord. Et donc, il fallait qu'on crée cette image, qu'on continue à créer cette image de marque, mais aussi, quand on pense Josselin, souvent on pense ancien, médiéval, il faut aussi qu'il y ait modernité. Et donc, vous apportez cette touche de modernité, donc, une personnalité, vous l'avez parfaitement évoqué, une modernité à l'entrée de Josselin, et puis naturellement, le but premier, c'est quand même la fonctionnalité. Donc moi je me suis réjoui à partir du moment où on a eu une discussion et puis que le projet commençait à se concrétiser, que qu'on a fusionné les deux phases. Parce qu'il n'échappe à personne que dans la période où nous sommes aujourd'hui, les resserrements, à tout point de vue, pouvaient menacer à terme l'hypothèse que ultérieurement il y aurait une deuxième phase, ça aurait été au calendrier grec, et puis de toute façon, même si elle était prévue dans l'architecture, dans les fonctionnalités, ça allait obérer une partie des fonctionnalités, me semble-t-il. Alors, à partir du moment où il y a eu un choix, nous avons essayé de travailler l'intégration dans le quartier, avec les caractéristiques que j'ai évoquées tout à l'heure, ce qui va nous amener à réfléchir, alors, avant la fin d'un mandat, parce que nous, je ne sais pas, vous parlez tout à l'heure du long terme, mais nous, avant la fin du mandat, en fait, nous avons déjà commencé à travailler d'ailleurs, par des esquisses, de manière à voir comment nous allions, vous pensez, intégrer dans l'entrée de ville, nous pensons, nous, à intégrer la ville dans le nouvel hôpital. Voilà, et je pense qu'on va se retrouver, je pense, et bien se retrouver. Alors, ce qui nous a amené à faire des esquisses, et donc dans le projet probable d'un futur mandat, si on peut parler ainsi, c'est toute la reconfiguration de ce plateau nord, entrée de ville, qui sera peut-être le cœur des travaux, progressivement en accompagnement. Ce qui va induire un nouveau plan de circulation, parce qu'on ne peut pas continuer, et les rues sont celles qu'elles sont. Ce qui va aussi nous amener probablement, c'est la proposition qui a été faite à travers des esquisses que nous avons travaillé avec ce qu'on appelle le CAE, c'est la création d'une voie nouvelle transversale. Alors la voie n'est pas encore définie dans sa configuration, parce que d'abord nous ne sommes pas propriétaires des terrains, et donc nous devrons négocier avec les propriétaires du terrain qui, je ne sais pas, c'est l'hôpital. C'est la fameuse voie que vous montriez. Voilà, c'est la voie médiane. D'accord. L'idée est que, puisque nous avons une petite gare routière où arrivent tous les scolaires, il faut que nous arrivions à créer davantage de sécurité et en même temps de fonctionnalité sur cette voie-là. Et donc elle est esquissée, mais aujourd'hui elle n'est pas définie en tant que telle. Et c'est là-dessus que je vais demander à ce qu'on vienne greffer l'entrée principale, de manière à reprofiler le parking qui est derrière, c'est ce qu'on appelle le parking des 18 juin, qui est un parking routier, de manière aussi qu'il devienne un parking paysager, et qui permette effectivement peut-être du stationnement en complément de l'hôpital. D'ailleurs, nous avons procédé à un travail avec la DTTM, pour trouver une typologie à ce bâtiment, enfin à ce projet, de sorte qu'on ne fasse du stationnement, que vous soyez contraint à faire du stationnement,
mais rien que ce qu'il faut et pas plus que ce qu'il faut. Donc on a trouvé un accord, un agrément, comme on a travaillé en amont, et je vous en remercie, avec l'ABF pour l'intégration. Donc lorsque le permis sera déposé, il n'y aura pas d'objection majeure, parce qu'un travail intelligent, de souplesse, de flexibilité, de fluidité a été fait en amont. Et donc ce parking, pour revenir à l'idée, c'est que ce parking puisse aussi complémentaire lorsqu'il y aura une grande manifestation à l'hôpital, peut arriver à l'EHPAD, et donc il y aura un parking complémentaire, et de manière aussi à ce que les personnes, en particulier en saison estivale, n'aient pas tendance à aller squatter le parking de l'hôpital, et qu'on soit obligé d'ériger des grandes barrières. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi que nous apportions notre pierre à l'édifice. Et donc, je vous ai dévoilé déjà quelques projets de la future municipalité, mais vous n'en parlerez pas trop, parce que je ne peux pas assurer mes arrières. Pour compléter, tu parlais de carte scolaire, mais il faut rappeler aussi que c'est la ligne Rennes-Pontivy. Donc c'est important, l'arrivée là. Voilà. Ça sera aménagé de façon passagère, mais ça reste quand même un parking. Voilà. Non, peut-être. On est quelquefois innovant, même dans une cité médiévale. Donc on a quelques idées aujourd'hui, mais c'est prématuré de le dire. Parce que d'abord, il n'y a pas eu de présentation au conseil municipal. Je ne veux pas couper l'herbe sur la réflexion sur le pied de nos collègues. Et puis deuxièmement, il y a plusieurs possibilités. Enfin, vous savez aussi que tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et qu'il faut trouver aussi les solutions les plus efficaces avec le minimum de sous. Voilà. Et donc, voilà, il y a... Mais l'idée, c'est que ça vienne... Voilà. Puisque tout sera réaménagé. L'idée, c'est que ce soit un projet urbain aussi. C'est un projet urbain. C'est un projet urbain. Donc, on voulait, par la présence de M. Sévenot, identifier que, évidemment, il y a un enjeu hospitalier, une attente de la ville, mais qu'on travaillait ensemble pour qu'il soit le mieux intégré possible et que ça pouvait amener des réflexions, des esquisses qui sont à l'état d'esquisse, mais pour que ce soit une entrée de ville un peu redessinée, réaménagée en fonction des différents usages qui se trouvent déjà présents ici. Et puis on a beaucoup, si vous permettez, monsieur le maire, on a beaucoup évoqué l'accès routier, mais il y a aussi de notre part et de la vôtre des souhaits d'accès piéton. En tout cas, pour nous, c'était important. On a la possibilité d'accéder au centre-ville de manière tout à fait en sécurité. Voilà. Et qui est un point historique quand on regarde sur la partie. Quand on a travaillé au départ le concours, on aime bien aller voir les traces du passé et on regarde. Et là, quand on a vu, c'était important pour nous. Sachant historique est très très proche. Voilà. Et sachant très bien que c'est quand même un hôpital et que c'est pas ouvert à tous les vents. Hein. Mais ça permettait quand même de structurer et de pouvoir. Et après, il y a la notion du parc aussi qui vient se greffer. Il y a tout ce travail ici avec le croisement avec le parvis. Enfin, bon, c'est en pleine gestation. Mais voilà les axes de travail du projet, hein, où il y a la partie effectivement piéton qui est ici, qui est vraiment plus importante. On y rentre aussi par ici, on peut avoir non pas par ici pour l'instant, mais c'est surtout par là, et puis par là ici aussi, par cette partie-ci. Et l'entrée du personnel se ferait... Oui, alors oui, j'ai pas parlé. Par rapport au stationnement, vous demandiez les nombres de places de stationnement. De mémoire, je crois qu'il y a 133 places. 135, ouais, ça, à 2 places près. Pour la partie technique, pour la partie du personnel, en sachant que ce plan-là a évolué, on l'a en même temps puisqu'on a superposé. Avant, il était dessous le bâtiment, puisque c'était une tranche, enfin une construction. Là, maintenant, on l'a mis dessus, ce qui fait que là, on arrive à un plan de composition plus paysager. Donc on a à peu près 135 places et 45 places sur la partie devant ici à terme. Visiteurs. On va dire un parking personnel et un parking visiteur. Et bien 2 entrées différentes. Tout ce qui est personnel et logistique et donc du côté de la rue des Sorciers. Rue des Sorciers. Là, on parle d'aménagement, mais ce qu'il faut voir aussi, enfin, moi j'y suis attachée, c'est important,
déjà, bon, on a l'accès en ville, hein, on a, avec les bénévoles, certains résidents peuvent profiter du cinéma, ce genre de choses. Mais là, le fait que ce soit encore mieux sécurisé permettra de sortir des murs et de faire entrer. Pas pour tout le monde, je le conçois, mais pour certains, ça va être possible de l'avoir profité, voilà, de profiter de, voilà. C'est pas un c'est important. Donc même pour les résidents. Pour aller au marché le samedi matin, la population traverse. Non, mais là, je veux parler des résidents, madame. Les résidents et puissent. Il y aura une interpénétration possible entre la population locale, d'autant que, je ne sais pas quel pourcentage, mais une grande partie de ceux qui seront là, moi je serai peut-être le premier, sait-on jamais, mais voilà, ce sont des gens issus du territoire, alors comme c'est pas simplement Josselin, mais je pense par exemple au marché du samedi matin, on y vient de 15 à 20 km, donc il y aura cette, cette proximité, et puis pas le fait d'être étranger à cet hôpital. C'est moins cette lugubre. continuité on a la chance et de la vitalité. Il y aura la vie. Et la vie n'est pas derrière les murs. Voilà. Et même à l'étage, vous reviendrez ici, on est sur l'ouest, donc le soleil couchant aussi, suivant les moments de la saison. Eh bien, si ma mémoire est bonne, cette vision-là, elle est sympathique, mine de rien. Il y a des coins, vous avez de l'autre côté l'aménagement sur le parvis. Vous avez même, quand on va arriver, on va être la place du village, on va déboucher sur une sorte de petit terre-plein qui va aménager et on va avoir la vue sur l'ouest aussi, qui suivant l'éclairage du soir, l'éclairage en été, le soleil va plus se taper par là et ça va renvoyer de la lumière. Enfin, il y aura des espaces, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des espaces sans prétention, mais de qualité, enfin vivants, quoi. Agréable. Champ vis-à-vis aussi. Voilà. On n'a pas encore réfléchi. Je sais pas parce que c'est. Ah non. Moi j'ai tendance à considérer que nouvel établissement, nouveau baptême et nouveau nom. Bon voilà, après, en tout cas c'est ce qu'on a dit à Belle-Île-en-Mer et on a fait une petite consultation. Bon, on pourrait imaginer, mais on a un petit peu de temps pour réfléchir. On l'a trouvé le thème de son sondage. Sur les 25 millions d'euros, c'est qui les financeurs? ARS département principalement. ARS département. Et puis l'établissement évidemment, une part en autofinancement. La majorité du financement est portée par l'établissement sur ses fonds propres et en emprunt. Et donc par les hébergés en tant que tels, puisque voilà. Oui, et donc c'est les patients qui viendront habiter, qui paieront en partie le construction de l'hôpital. Et la construction entraînera un surcoût de la place à la journée ou... Oui, probablement. Il est évalué ce surcoût, par exemple? Ça fait partie du plan de financement. Oui. D'accord. Donc ça sera connu dans les prochains... Il n'y a pas réellement de secret sur la question, c'est-à-dire qu'il y a sur le tarif hébergement, donc il y a 3 sections qui financent un EHPAD, la section soins, dépendance et hébergement. La section hébergement est payée par les résidents avec un prix à la journée, comme vous venez de le dire. Actuellement, notre prix à la journée est de 53,50 €. Mais le tarif plafond donné par le département tourne autour de 61 €. Et en général, quand on reconstruit, on vient autour de ce tarif-là. D'accord. Voilà. Donc on n'ira pas au-delà de 60 quelques euros, puisque c'est le tarif plafond du département. On est à 53 et c'est ça qui nous sert à financer. Après, pour qu'on vous dise exactement le montant, il faut qu'on cale exactement, il faut qu'on ouvre les enveloppes, il faut qu'on puisse lancer le marché. Non, mais il faut lancer le marché et en fonction du moment du lancement du marché, on peut avoir des prix et des réponses à des montants différents. Bon, après, l'estimation qu'on a est quand même assez proche de ce qu'on va avoir, mais il y aura une augmentation tarifaire nécessaire.
On ne donnera pas Mais le il y aura prix une exact, augmentation. On sera calculé l'année de comme Oui. on fait notre budget l'année de. Voilà, Bien sûr. Il y aura une augmentation du service en contrepartie. Ah bah il y aura des locaux neufs. Des locaux, des chambres, Il y aura un confort. un confort oui. sans comparaison avec Une modernité. Enfin, j'espère. J'espère aussi aussi. que vous me confirmez. J'en profite. Comme vous le savez, on ne sait pas. Le cadre de vie, il faut le dire, sera quand même plus agréable. Oui. C'est un autre temps, c'est que Oui. nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, Donc, aujourd'hui, seule la subvention du département est connue et actée. On demande une subvention aussi auprès de l'Agence régionale de santé. Donc on a déposé un dossier sur l'aide à l'investissement. Les résultats ne sont pas connus sur l'aide à l'investissement Et de l'ARS. de ce résultat dépendra l'emprunt, la quantité d'emprunt. Voilà, des frais financiers et du coup de la répercussion sur le tarif hébergement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le donner encore Dans le plan actuellement. de financement, la participation de l'ARS n'est pas encore complètement calée. Non, alors autant le département, il y a des règles qui sont fixées, Mhm. donc quand on reconstruit, on sait qu'on aura tant à la place, et autant l'ARS ne fonctionne pas de la même manière, et on doit déposer un dossier et ils nous donnent leur... Mais on a un avis favorable de principe Voilà. sur le plan de financement tel qu'on l'a déposé, avec à l'intérieur un niveau de demande d'aide auprès de l'agence. Après, l'agence, elle a son annualité budgétaire, donc il peut y avoir potentiellement des variations, des aides complémentaires ou pas, mais on a un avis favorable de principe pour lancer le projet, et on n'aurait pas choisi l'architecte et signé le marché si on n'avait pas eu quelques engagements. Les grandes dates, les gabarits. Après, c'est toujours un projet, c'est une étape importante, hein, le moment où on choisit l'architecte, où on signe le marché, on ne fait pas ça sans avoir les accords de principe que je viens de vous indiquer. Après, c'est un projet qui se construit, qui continue d'évoluer. Le projet architectural va maturer, le projet financier va continuer, mais on reste quand même dans une épure qui On est toujours dans les lignes du départ. Donc on a quelques sujets de discussion avec la RS, c'est bien. Vous voulez qu'on y retourne? Non, mais c'est normal qu'on ait ces sujets de discussion. C'est étalé aussi sur plusieurs budgets. Enfin, bon, oui, bien sûr. Ce sont des plans pluriannuels. Puis, faut aussi être, je crois que tout le monde est raisonnable autour de notre projet. Il serait ballot que l'ARS n'apporte pas son concours à la hauteur où il doit, où il peut, où il doit. Ça veut dire que les prix de journée seraient augmentés d'autant. Ça veut dire en clair que ce serait peut-être plus accessible à la population pour laquelle on a construit le projet. Donc voilà, je crois qu'il y a... C'est même pas imaginable. C'est même pas imaginable. Donc on va trouver sûrement des solutions avec un peu de temps et un peu de discussion. C'est un établissement sain financièrement, qui est en capacité aussi de porter de tels investissements, donc ça mérite d'être... Oui, le scénario le plus, entre guillemets, financièrement, alors, je mets des gros guillemets, catastrophique, à savoir que l'ARS dirait non. C'est assumable de toute façon. Maintenant, le non ne me paraît pas possible, qu'après le montant de la subvention puisse être discuté, varié, bon, c'est imaginable. C'est imaginable, mais c'est pas de nature à perturber la réalisation. Le financement en amont tient. Il n'y aura pas de conférence de presse pour dire qu'on enlève un étage. Mince, je vais refaire les croquis. Photo, j'imagine. Allez, Dominique va noter ça, si jamais ça arrivait, je me laisse Je vous remets ça, et puis il y en a qui avaient demandé en amont si vous voulez le visuel. C'est possible de l'avoir. Oui, enfin je peux vous l'envoyer par mail avec les mentions. Donc le PRS, pour votre question tout à l'heure, c'est 2018-2022. C'est ça, jusqu'à 2022. Attribué d'ici 2022. Après les deux qui sont... C'est comme ça que j'avais interprété dans le courrier qui... C'est l'ARS. T'avais dit ça. Non, il y a... Alors, peut-être au niveau régional. Au niveau régional, c'est vrai. Peut-être au niveau régional, ça je ne sais pas dire. Ce qui est clair, c'est que pour notre territoire de santé, le PRS ne prévoit que 2 IRM et 1 scanner. Au moment où ils vont être attribués,
nous on dit à l'ARS, pensez aussi à Pleuhermel, on dépose un dossier en ce sens. Pour revenir de manière un peu plus apaisée sur ce truc, parce que vous comprenez bien quand vous avez un moment interrogé là-dessus, oui, c'est normal. Je m'y attendais. Mais voilà, on voit bien que vous étiez chaud. Mais je voulais d'abord qu'on parle de ce projet-là. On parlera des deux, voilà. mais c'était l'occasion. Par exemple, à titre personnel, je vais essayer de vous contacter, je ne vous avais pas eu. Donc, vous trouvant ici, forcément, on vous parle. Oui, parce qu'il y a un jeu d'acteurs dans la presse, voilà, c'est ça. Et moi, je ne souhaite pas entrer dans ce jeu d'acteurs. Ah oui, d'accord. Je ne souhaite pas entrer dans ce... Non, pas les journalistes, les acteurs qui sont en scène dans la presse, pas la presse qui fait de la mise en scène. Il y a des acteurs qui s'expriment et c'est pas ma place que d'intervenir dans le débat public. Par contre, sans rentrer dans le jeu d'acteur... J'ai fait ce que j'ai fait, ce que je dois faire en tant que directeur au regard des engagements que j'ai pris, c'est-à-dire, compte tenu du projet régional, compte tenu du projet médico-soignant partagé de notre groupement et en regard PRS, nous avons déposé un dossier indiquant qu'il nous semblait intéressant de retenir 2 IRM et un scan pour les établissements publics en activité partagée avec le privé. Oui. C'est ça que j'ai indiqué. Non, mais la demande, on ne reproche pas de pas avoir non, mais je sais bien que vous ne me reprochez rien. On pourrait. Non, mais je dis pas... C'est rare que les journalistes... Par contre, je sais, sans rentrer dans le jeu d'acteur, je ne sais pas si vous pouvez, en fait de votre fonction, le faire, mais qu'est-ce que vous pensez des arguments avancés par l'ARS pour expliquer qu'on préfère privilégier les bassins de forte densité de population et donc au détriment de... Mais le petit bassin, l'ARS. Ah, c'est dans le courrier. C'est dans le courrier. C'est écrit texto. Ah oui. C'est densité de population, c'est la formule. Donc, si, moi je n'invente pas. C'est pour ça que Patrick Le Diffon réagit en disant que Pleuhermel, le bassin de 10 000. Donc, pas de commentaires sur cette argumentation de l'ARS. Parce que ça me paraît pas, c'est pas ça le cœur du sujet, c'est pas la ville et la campagne le sujet. Je pense que le sujet, il est d'équiper ce territoire avec des équipements lourds qui correspondent à son besoin. Voilà. Donc il y a des délais d'attente et on a un taux d'équipement qui est inférieur à la moyenne régionale, voire à la moyenne nationale. Donc notre territoire est éligible à des compléments d'équipements lourds. Et oui, mais avec une part de population qui sera encore contrainte de faire des longs déplacements. Ça, c'est validé par l'agence. Le fait qu'il faille des équipements lourds complémentaires, c'est plutôt positif. Jusqu'à présent, quand je suis interrogé sur les RM à différents moments, je réponds qu'il n'y a plus d'autorisation possible d'équipements lourds complémentaires sur notre territoire et qu'il faut attendre les prochaines autorisations et le prochain PRS. Donc c'est après ça que je réponds. Non. Après, quand je suis interrogé, c'est avant 2018, avant que le PRS soit validé. Et jusqu'à 2018 et le PRS, on ne peut plus ouvrir d'autres, on ne peut plus avoir accès à d'autres équipements lourds. Il faut un nouveau... c'est nos règles de fonctionnement, elles sont peut-être un peu compliquées, mais il faut un nouveau projet régional avec des nouvelles autorisations pour qu'on puisse, nous, en tant que force de soins, déposer des dossiers. Oui, donc le côté positif, c'est ça. Le côté qui est discuté actuellement, c'est le lieu d'implantation. En règle générale, on implante ce type d'équipement à des endroits où on peut les faire fonctionner. La Bretagne, l'ARS a en tête qu'il y a des lieux d'implantation d'équipements lourds qui actuellement ne fonctionnent pas faute de radiologues. Il y a en Bretagne des petits hôpitaux qui n'arrivent pas à faire fonctionner leurs équipements lourds. C'est une vraie difficulté. Donc leur attention, c'est quand même de poser des équipements là ils vont pouvoir servir et être fonctionnels. Et on disperse. Oui, ou l'œuf et la poule. S'il y a des équipements lourds, peut-être que les radiologues viendraient. Non. Je ne sais pas, c'est très naïf. Comme, Oui, je vais vous donner un contre-exemple. J'étais directeur de l'hôpital de Dieppe avant d'arriver à Vannes. Il y avait exactement le même plateau technique qu'à Vannes, 2 IRM et 2 scans, et il y avait 0 praticien hospitalier temps plein à Dieppe. Donc le fait de dire que
automatiquement... Je dis rien, je pose la question. Oui. Non. Le fait qu'on puisse dire que c'est contributif, mais ce n'est pas... c'est un argument, mais c'est pas nécessairement... ça n'amène pas automatiquement une présence de radiologue. Moi, ce qui est le plus fort pour moi sur ce dossier-là, c'est celui qui est celui qu'on argumente dans le dossier qu'on dépose, c'est que il est important de consolider sur notre territoire la filière urgence. Il y a 2 sites d'urgence dans ce territoire, un site à Pleuhermel, un site à Vannes. Ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même vocation ni la même fonction. Bon. Et donc, nous, on argumente en disant il serait important d'amener des équipements lourds sur ces sites d'urgence que sont Pleuhermel et Vannes, en considérant que l'IRM est un outil diagnostique, notamment des AVC, tout à fait important et significatif. C'est ça qu'on dit et qu'on dépose. Et puis on dit il faut des radiologues pour faire fonctionner ces équipements lourds. On peut les faire fonctionner en téléimagerie, mais il faut quand même du présentiel. On a les équipements pour faire de la téléimagerie, on a acquis un PACS, vous m'avez déjà entendu dire ça, qui permet d'interpréter des radios à distance entre Vannes et Pleuhermel, financé par l'agence, pour partie. Et donc, ce PACS permet de faire de la téléradiologie. On est attractif à Vannes, on va continuer de recruter des radiologues, il y en a qui arrivent en fin d'année, début d'année prochaine, on a une montée en charge progressive. Ça ne sera pas suffisant à apporter tous ces équipements lourds et il nous faut travailler avec les libéraux. Voilà. Donc on a proposé et déposé un dossier, le centre hospitalier, j'ai déposé un dossier pour Vannes et Pleuhermel pour qu'on puisse porter en collaboration publique-privée 3 équipements lourds complémentaires, 2 à Vannes et 1 à Pleuhermel. Voilà, c'est ça qui est la réponse que vous obtenez. C'est une réponse d'étape que j'obtiens. La décision n'est pas définitive, elle semble l'être quand on lit le courrier. Il faut relire le courrier. Si je peux me permettre d'intervenir, je pense, moi, ce qui est beaucoup plus important là-dedans, c'est pas la localisation de l'IRM sur Vannes ou sur Pleuhermel, c'est de voir qu'effectivement, nous allons avoir des éléments importants et que pour la population, ça va vouloir dire que concrètement, les délais d'obtention d'un examen vont être réduits, que ce soit à Pleuhermel ou que ce soit à Vannes. À l'heure actuelle, pour un IRM, il faut compter à peu près 3 mois. Enfin, ça dépend des endroits. 52 à 70 jours. Oui, selon 70 jours. Si vous avez une pathologie du genou professionnel, et il vous faut attendre 50 jours avant qu'on vous dise bah oui, peut-être que vous allez pouvoir être opéré. Ça veut dire que pendant ces 50 jours, le patient ne travaille pas, il coûte à la sécurité sociale, si c'est un accident du travail. Et donc concrètement, ça veut dire que si on multiplie les investissements, le matériel, que ce soit à Vannes, que ce soit à Pleuhermel, toute la population globale du secteur 4 va être bénéficiaire. Tant que c'est installé dans le secteur 4, c'est pas grave. Donc c'est un plus, si vous voulez, je crois que c'est... les gens, ils peuvent faire une IRM, ils peuvent aller à Vannes comme ils le font habituellement. Ils le font déjà. Ils le font déjà. Okay.